Merci beaucoup Yann et bonjour à toutes et tous. Merci également à Charles Benoît. On est vraiment honoré de pouvoir intervenir dans ce webinaire. Alors peut-être juste quelques mots préalables, c'est-à-dire que dans ce contexte qui a été posé, effectivement notre expression et notre présentation va être une petite parcelle de ces enjeux. À travers l'objet social dont on va vous parler, c'est-à-dire qu'on va plutôt se centrer, nous, sur le service public essentiel d'accès à l'eau potable pour toutes et tous. Et on va moins parler de la gestion de l'eau à l'état naturel. Et puis, évidemment, on va prendre cette approche territoriale qui a son histoire, son cheminement, ses ressources, son contexte social particulier. Et pour reprendre les mots de Charles Benoît, l'eau traverse tellement les sociétés qu'elle les façonne en permanence. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, on retrouve dans un service public de l'eau l'ensemble de l'histoire d'un territoire. Et c'est sans doute un des leviers qui est particulièrement fertile pour se saisir de cet impératif de construire de nouveaux communs. Alors, le retour en gestion publique de l'eau sur la métropole et donc la création de cette nouvelle régie. Donc, je ne vais pas retourner dans le débat et toutes les motivations qui nous ont amenés à revenir vers ce mode de gestion publique. Je crois que c'est un autre débat, mais peut-être vous dire que avec ce retour en régie publique, il y avait des ambitions très fortes d'adosser au service public de l'eau des nouvelles missions, des nouvelles fonctions sociales, avec notamment deux missions ou fonctions sociales qu'il était impératif de développer, de mettre en œuvre. C'est des nouvelles approches sur la protection de la ressource et c'est des nouvelles approches sur l'effectivité du droit à l'eau pour tous les usagers. Et donc, finalement, avec ce choix de la régie publique sur le territoire de la métropole de Lyon, il y a cette évolution de paradigme dans la vision d'un service public de l'eau qui passe de finalement la gestion d'une infrastructure technique, d'un réseau pour lequel on doit livrer à certains points de comptage de l'eau en pression et en qualité satisfaisante, ce qui est déjà un travail énorme. Mais là, l'idée, c'est que pour nous, le nouveau service public de l'eau, c'est finalement l'instrument collectif qui permet de garantir l'effectivité d'un droit à l'eau. Et je pourrais y revenir. L'instrument collectif, parce que notre conseil d'administration est pluriacteur, c'est-à-dire qu'il regroupe l'ensemble des parties prenantes et des ayants droit de ce service, des élus qui représentent la pluralité des familles politiques qui sont aujourd'hui représentées dans le conseil de la métropole de Lyon, mais aussi des usagers à qui on a donné la possibilité de venir siéger au sein de la conseil d'administration avec une vraie voix délibérative, et évidemment les salariés, parce que je crois et je le redis, avant tout, ceux qui traversent les âges, ceux qui traversent j'allais dire les exécutifs, ce qui traverse les équipes politiques, c'est quand même ce savoir-faire de nos agentes et de nos agents qui ont un sens du service public verrouillé au corps. Alors, comment on peut garantir l'effectivité d'un droit à l'eau sur la métropole de Lyon et comment la régie publique s'en est emparée? Nos stratégies, ça a été de faire se rejoindre une vision politique, une volonté politique, parce que je crois que c'est essentiel de porter des visions de société aujourd'hui dans un contexte où parfois on manque de repères, avec l'ascendance d'expérimentations qui étaient mises en place très concrètement sur le territoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on intervient à deux voix. J'interviens au titre de la vision politique et mon directeur interviendra au titre de ces expérimentations techniques. Alors, cette vision politique, c'est vrai que moi, je réhabilite un petit peu le mot politique en le différenciant de celui de politicien. Politique, je le rapproche de la définition de Charles Benoît sur l'intérêt général, c'est-à-dire comment on gère collectivement un intérêt général
qu'on redéfinit en permanence au vu des évolutions des contextes sociaux, environnementaux et réglementaires. Et donc nous, on s'est doté d'une feuille de route avec des principes politiques, des principes de faire ensemble, des principes pour installer une nouvelle façon de faire société qui doit et qui souhaite et qui veut ensuite diffuser dans l'ensemble de nos interventions socio-techniques de la régie. Cette feuille de route, l'idée c'est que déjà elle se fonde sur un besoin défini démocratiquement. C'est-à-dire quand on parle de droit à l'eau sur un territoire de la métropole, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire comme quantité, comme qualité, comme accès? Quel usage se cache derrière? Est-ce que c'est de l'eau de boisson, mais est-ce que c'est pas aussi de l'eau pour pouvoir faire sa cuisine, pour pouvoir prendre sa douche, faire son... C'est derrière un droit à l'eau, on a fait un exercice de démocratie habitante pour qu'on puisse se donner collectivement une définition. Et donc ça, c'est quelque part quelque chose auquel je suis très attaché parce que finalement, c'est les habitants qui ont défini la finalité sociale de leur service public. Et donc ça, c'est notre principe numéro 1. Notre principe numéro 2, c'est que tous les usagers sont inclus dans ce droit. Et ça, c'est important parce que en droit français, donc sur une métropole comme celle de Lyon, aujourd'hui, les services publics de l'eau potable ne devraient s'adresser qu'aux personnes qui sont raccordées à un robinet, qui sont titulaires d'un abonnement. Et nous, on prend le parti là, on expérimente effectivement, on prend une position de dire que non, un service public de l'eau potable a en responsabilité l'ensemble des usagers d'un territoire, qu'ils soient raccordés à un robinet chez eux ou qu'ils ne soient ou qu'ils soient privés d'un robinet, c'est-à-dire les personnes qui vivent dans des campements, malheureusement, dans des squats ou même tout à chacun sur l'espace public. Et donc, on choisit de faire une communauté d'usagers solidaires entre les personnes qu'on dit raccordées à un robinet chez eux et les personnes qui sont non raccordées, qui quelque part jusque-là restaient à la porte du service public. Et ça, pour un besoin essentiel et vital comme l'eau, ça nous était insupportable. Et voilà, on peut pas dire que la barrière de péage reste fermée pour un besoin essentiel et vital. Et donc, on a affirmé ce principe politique-là. Qui se prolonge en fait donc en disant bien qu'il est universel et qu'il est aussi non négociable, c'est-à-dire sans naïveté sur la manière de gérer les occupations de l'espace public, les logements informels, etc. On affirme haut et fort que l'accès à un besoin vital ou essentiel ne doit jamais servir d'instrument de rapport de force pour maintenir ou pas les personnes à un endroit. C'est-à-dire qu'il est exclu que la régie n'apporte pas l'eau potable sous couvert de vouloir que les personnes s'en aillent, si je vais être très clair. On ne joue pas avec les besoins vitaux et je pense qu'il est urgent de le rappeler parce que malheureusement, on a des contre-exemples qui sont dramatiques et ça, c'est aussi des idéaux avec lesquels il faut qu'on défende dans la manière dont on veut faire société aujourd'hui. Et il y a eu des exemples malheureusement dramatiques dans d'autres régions de France où on a empêché les gens de boire parce qu'on voulait les faire partir d'un endroit et ça nous est insupportable. Et donc, c'est pour ça qu'on réaffirme la dimension non négociable dans nos principes politiques pour cet accès à l'eau pour tous. Ensuite, en principe numéro 4, c'est aussi réaffirmer une vision que malheureusement on a tendance à parfois oublier, c'est qu'on voulait retrouver cette ambition de pas simplement être dans la logique caritative, c'est-à-dire de tout focaliser sur une aide qu'on va chercher de manière caritative ou curative en fin de service public parce qu'il n'y a pas de solvabilité de la personne, par exemple, pour payer sa facture d'eau, en se disant on doit trouver des mécanismes organisationnels et sociaux et dans nos structures tarifaires qui permettent que en amont, dès le départ, sans avoir à stigmatiser telle ou telle situation sociale, tout à chacun universellement peut accéder à la quantité d'eau qui lui est vitale et nécessaire pour vivre. Et donc, on sait qu'on pourra jamais complètement s'extraire de la logique curative et d'amener quelque part des choses
mieux faire vivre des situations de pauvreté. Mais on essaye de se dire, le combat de la pauvreté, c'est aussi la pauvreté elle-même, et qu'on la prenne à la source en amont et qu'on s'attaque à la résorption de cette pauvreté en elle-même dans la manière de déployer nos mécanismes organisationnels et sociaux. Et enfin, dernier principe, parce que j'ai peur d'être très long, mais c'est vraiment un sujet qui est au cœur, c'est qu'aujourd'hui, on dit que dans un contexte de réchauffement climatique, dans un contexte de degrés qu'on va prendre dans les prochaines années, de raréfaction de la ressource, on ne peut plus dire dans le cadre d'un usage de l'eau potable qu'un mètre cube égale un mètre cube. Et jusque-là, on est encore dans un référentiel réglementaire qui finalement installe cette idée que un mètre cube d'eau, quel que soit l'usage qu'on en fait, se vaut. Non, nous, on pense que en fonction de l'usage social qu'on fait d'un mètre cube d'eau, si c'est pour boire, si c'est pour se laver, si c'est pour produire une boisson sucrée, si c'est pour remplir sa piscine, si c'est pour soigner dans les hôpitaux, un mètre cube d'eau n'a pas la même valeur ou valeur sociale. L'usage d'un mètre cube d'eau n'a pas la même valeur sociale. Et donc, démocratiquement, on doit définir des nouvelles approches, puisque un mètre cube d'eau n'est plus égal à un mètre cube d'eau selon l'usage qu'on fait, selon l'usage social qu'on en fait. Il nous faut des nouveaux modes de régulation. Et je vais passer là et qu'on choisit nous-mêmes démocratiquement, et si je peux me permettre, pas par finalement, en l'extrayant finalement de la loi de l'offre et de la demande et du marché. Il faut qu'on redéfinisse par nous-mêmes, communauté humaine, les usages de l'eau qui nous sont essentiels et qu'on traite de manière différente. Et je passe la parole à Philippe Imbert qui va vous expliquer en quoi ces principes politiques se diffusent dans énormément d'actions et d'interventions sociotechniques très concrètes que fait la régie. Il y en a 8, mais on a été obligé de faire des zooms. Bonjour à toutes et tous, merci Florestan. Concrètement, nous développons 2 types d'actions. Je vous présentais d'abord les actions pour les usagers raccordés, qui sont, je dirais, plus dans le cœur habituel du fonctionnement des modèles d'eau que l'on connaît. Nous avons bien sûr des aides sociales, mais au-delà de cette logique caritative qu'a développé Florestan Coult, on a engagé un programme de réflexion de lutte contre le non-recours, puisque la frise qui est en dessous a été construite collectivement et permet d'illustrer le parcours du combattant que peut représenter l'accès à une aide sociale. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a à peu près 400 types d'aides sociales qui existent en France, et c'est un minimum, et aucune ne touche 100% des personnes éligibles. Et donc, il est intéressant de réfléchir comment le rendre efficace. Pour cela, on s'est appuyé d'ailleurs sur une structure qui s'appelle le 107, qui est un objet d'ancrage local qu'on a co-créé et qui met en connexion les différents acteurs d'un sujet pour coopérer. Une autre illustration, c'est la concertation citoyenne sur la structure tarifaire. Donc là, c'est un travail de 6 mois avec 8 séances faites avec l'Assemblée citoyenne qui est composée d'à peu près 120 personnes que Florestan vous décrira à la fin et qui est un des objets de démocratie participative très intéressant dans son fonctionnement, mais aussi dans sa production, puisque nous avons terminé avant-hier la dernière session et on a abouti vraiment à une proposition de réforme de la structure tarifaire à la fois solidaire et incitative à la sobriété, avec des vrais choix, puisque tout n'est pas faisable légalement et c'est un travail équilibré qu'on a réussi à faire collectivement. Dernier point sur de la médiation, puisque un service qu'il soit public ou délégué ne touche jamais à la totalité des usagers. Pour cela, on s'appuie sur le PIMS Médiation, qui est une association bien connue, qui est née à Lyon il y a 28 ans, mais qui est maintenant implantée dans plus de 70 villes de France, qui a un objet d'ancrage territorial, évidemment aussi, qui est reconnu Espace France Service, et qui œuvre pour l'accès au droit et à l'inclusion numérique. Je dirais, grâce à leur concours, on peut essayer de toucher les personnes qui sont éloignées de nos actions. Pour compléter ce panel d'actions, il est intéressant de noter que nous avons souhaité élargir
aux usagers non raccordés nos réflexions et sous quelque part une obligation à réfléchir l'eau dans la ville comme étant une politique centrale, non pas comme étant un service technique, comme ça a été dit par Florestan, mais plutôt comme étant la mère de toutes les politiques par rapport à l'urbanisme, par rapport à l'accès à la végétalisation en ville, la lutte contre le réchauffement climatique et bien d'autres. De ce point de vue-là, il est nécessaire de penser autrement et donc d'absorber les nouvelles obligations législatives qui sont parues avec le décret du 29 décembre 2022 et qui donnent aux EPCI l'obligation de référencer les personnes qui n'ont pas accès à l'eau sur leur territoire, de réfléchir aux solutions qui existent, de les améliorer et d'en faire la communication. De ce point de vue-là, il faut donc travailler sur les squats, il faut travailler sur les campements, sur tous les logements informels, réfléchir à la fois sur des solutions temporaires d'alimentation, mais aussi des solutions plus durables qui viennent mailler le territoire, telles que des bornes fontaines. Enfin, l'eau n'est pas seulement un objet d'alimentation ou de support de cuisine, mais c'est aussi le vecteur de l'hygiène corporelle et vestimentaire. Et pour cela, on mène des réflexions avec notamment l'ALCA, qui est un groupement d'architectes qui réfléchissent aux bains-douches autrement, en utilisant des structures qui sont peut-être existantes, mais qui ne sont pas aujourd'hui utilisées pour les personnes sans abri. On promeut des solutions d'hygiène mobile qui vont au plus près des besoins des personnes et également des laveries solidaires. Parce que ce qui est important, et j'en conclurai mon propos, c'est qu'il faut partir des besoins, il faut expérimenter et aboutir après à la construction d'une politique publique. C'est le lien que je me permets de faire avec le propos introductif de Charles Benoît qui disait qu'il faut à la fois combiner la vision, l'action et la régulation avec ce pilotage de l'intérêt général. Et je laisse Florestan terminer notre présentation sur les principes opérationnels qui donnent corps à cette régulation. Oui, promis, je vais faire très vite, Yann, mais pour rebondir, parce que vraiment là, le propos de Philippe illustre ce qu'on disait quand on dit qu'il y a un changement de paradigme sur on passe de livrer de l'eau quelque part à garantir des usages. Et vous voyez vraiment le changement d'état d'esprit, c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on n'est plus là pour remplir ou livrer des volumes d'eau, mais pour garantir ce droit à boire de l'eau saine, à se laver, à pouvoir manger avec de l'eau saine, etc. Et ça, effectivement, bien évidemment, le métier technique au centre ne change pas, mais bien évidemment, ça nous apporte des nouvelles cultures d'action, des nouvelles compétences, des nouveaux métiers dont on doit se doter. Et sur le pilotage, parce que là, effectivement, pour des raisons de clarification, on a distingué raccordé et non raccordé. Dans la manière dont on pense avec Philippe, on essaye toujours de le penser comme une communauté unie d'usagers solidaires dans l'espace et dans le temps, une forme de sécurité sociale de l'eau sur le territoire qui fait que, quelle que soit notre situation, quand on habite sur le territoire de la métropole de Lyon, on sait qu'on aura l'accès à l'eau et très concrètement, par exemple, aujourd'hui, tout squat identifié dont le raccordement est possible bénéficie d'un accès à l'eau déployé par les équipes de la métropole de Lyon. Un petit mot parce que ça fait pleinement partie quand même des réflexions qui nous occupent et du cadre qu'a posé Charles Benoît, c'est sur la démocratie. Et dès le départ, avec la vice-présidente en charge du cycle de l'eau, Anne Gros-Perrin, présidente de la régie par ailleurs, on a souhaité mettre en place des nouvelles fabriques de l'action publique qui hybrident les expertises habitantes, les expertises de nos équipes et les positionnements des élus. Pour ça, j'insiste, il faut une quatrième expertise, c'est celle de pouvoir faire dialoguer ces cultures d'action. Et on a des services dont la facilitation, le dialogue aux interfaces nous ont accompagnés méthodologiquement pour donner les moyens de cette démocratie. Aujourd'hui, c'est 120 personnes qui sont dans cette assemblée des usagers de l'eau.
qui élisent leurs 4 représentants au conseil d'administration de la régie, donc au cockpit de pilotage de cette régie, ce qui garantit une forme pratiquement, on peut le dire, de cogestion citoyenne, parce que sur un CA de 20 personnes, si on associe les usagers et les salariés, vous voyez qu'il y a déjà presque plus d'un quart, voire un tiers du conseil d'administration qui ne sont pas des élus et qui participent pleinement du pilotage de notre outil en charge de notre régie publique. Et donc sur la tarification, on les a emmenés sur ce sujet-là, alors que pour ceux qui connaissent un peu, vous en savez toute la complexité entre part fixe, part variable, les compteurs qui sont au pied de l'immeuble, les compteurs individuels, etc. Avec cette idée, je trouve que c'est intéressant d'avoir des itinéraires où on passe quelque part de l'idée que dans une concertation citoyenne, il y a une solution idéale qui se cache quelque part et qu'on arriverait à trouver, à exhumer comme ça, vers l'idée qu'en fait, non, il y a toujours des choix, des décisions, et que finalement, le processus avec lequel on travaille avec nos usagers de l'eau dans cette assemblée, c'est de donner du sens à nos choix et de trouver une solution qui fait sens collectivement pour nous. Voilà. Et puis donner un mot sur l'ancrage territorial, parce que c'est toujours une frustration de ne pas pouvoir développer toutes les interventions socio-techniques qu'on fait, les dispositifs qu'on a. Mais on a effectivement le 107 avec lequel on était, dès la semaine dernière d'ailleurs, où on était 20 acteurs du sans-abrisme sur le territoire et qui ont permis de partager l'ensemble des expérimentations qu'on vous a montrées, la douche mobile qui sillonne la métropole de Lyon, les bains-douches qu'on souhaite installer à l'avenir, l'alimentation en eau des squats, la manière dont on pourrait faire venir le service usager dans des lieux de bains-douches pour justement physiquement incarner une communauté unique entre raccordés et non raccordés. Voilà, on est bien évidemment avec Philippe à votre disposition. Je vous mets juste un petit peu en avant cette publication sur remettre l'eau au cœur du débat public. Vous pouvez trouver sur Millénaire 3 et qui revient justement sur les démarches avec lesquelles on a participé en amont du lancement de la régie publique de l'eau et on a associé les usagers. Vous trouverez tout dedans. Et